Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. Peut-être la fin d'une enquête vieille de 30 ans. Un homme soupçonné de plusieurs dizaines de viols dans les environs de Maubeuge a été arrêté lundi. Il aurait avoué une série d'agressions sexuelles commises dans le bassin de la Sambre depuis 1988. Barbara Six est à Valenciennes où le suspect est actuellement entendu. Le sud de la France, sous la neige, les flocons tombent drus depuis ce matin sur le Pays Basque, à Montpellier ainsi que dans les environs de Toulouse. Dans de nombreuses régions, le pic de froid a été atteint la nuit dernière. On fera le point sur cet épisode hivernal avec nos envoyés spéciaux. La France face à une pénurie de médicaments. Plus de 500 produits ont été en rupture de stock à un moment ou à un autre l'an passé dans les pharmacies et les hôpitaux des médicaments parfois vitaux pour certains patients. Les laboratoires sont une nouvelle fois mis en cause. Dans votre 13h, nous nous intéresserons aux soupes. Nous en consommons en moyenne 13 litres par an. Elles sont faites maison ou industrielles, surgelées ou en briques. Pourquoi nous font-elles tant de bien lorsque l'hiver est là? Julien Duponchel viendra nous parler des légumes prêts à consommer. Enfin, nous vous raconterons l'histoire du club de football amateur des Herbiers, vainqueur hier soir du Racing Club de Lens en Coupe de France. L'aventure continue donc pour ces joueurs vendéens. Ils disputeront les demi-finales. Voilà 30 ans que ces crimes restaient impunis. Des dizaines de viols commis dans les environs de Maubeuge et pour lesquels les enquêteurs ne disposaient que d'une empreinte génétique. Eh bien, depuis lundi, ils peuvent enfin mettre un nom sur cet ADN. Un homme a été arrêté. Il aurait déjà reconnu plusieurs agressions sexuelles commises depuis 1988. Mathieu Boisseau avec Barbara Six et Patrick Verstorn. Marié, père de famille, âgé d'une cinquantaine d'années. Voilà le profil du suspect qui aurait commis au moins une trentaine de viols et agressions sexuelles depuis près de 30 ans. Un homme bien connu dans son village, Pont-sur-Sambre dans le Nord. Il a été membre de plusieurs associations et président du club de football. Ce matin dans son quartier, ceux qui le connaissent sont stupéfaits. Derrière une porte, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait un choc. Ça fait un choc parce qu'on a confiance à la personne. Il a été entraîneur de foot à mon fils. Donc on était vraiment confiants, on était bien. Depuis 1988, l'homme aurait agi presque toujours avec le même mode opératoire. En France et en Belgique, au petit matin, lorsqu'il se rendait au travail. Des viols et agressions sexuelles dans des communes du bassin de la Sambre, du nom d'une rivière. En 1997 déjà, les policiers avaient établi ce portrait robot. Autre élément, une même trace ADN retrouvée sur plusieurs victimes de viol, mais impossible de savoir à qui elle appartient. L'homme n'était pas dans les fichiers. 30 ans d'incertitude jusqu'au 5 février dernier. Ce jour-là, l'homme agresse une jeune femme à Erqueline, en Belgique. Grâce à la vidéosurveillance, les enquêteurs belges découvrent le modèle de sa voiture. Ils transmettent l'information aux policiers français qui interpellent le suspect lundi dernier à Pont-sur-Sambre. Ce matin, le maire peine à comprendre comment l'homme a pu agir pendant si longtemps sans éveiller les soupçons. Moi, j'étais sidéré comme toute la population, parce que c'était quelqu'un de très connu dans la commune, très investi dans la commune au niveau des assos, que ce soit le football, le VTT, présent au repas d'association, même quand c'était pas la sienne. Les enquêteurs en ont aujourd'hui la conviction. Ils ont résolu l'un de leurs dossiers les plus mystérieux, celui du violeur de la Sambre. Et c'est Barbara Six que l'on retrouve en direct de Valenciennes. Bonjour Barbara. L'homme suspecté de ces viols est actuellement toujours entendu par les magistrats. Oui, effectivement, les enquêteurs ont surnommé cet homme le violeur de la Sambre. Il a été déféré tôt ce matin ici au tribunal de Valenciennes où il est toujours entendu. Les magistrats ont beaucoup de questions à lui poser puisque cet homme a reconnu déjà une vingtaine de viols lors de sa garde à vue. Mais les enquêteurs le soupçonnent de bien d'autres faits car le mode opératoire fait penser à une quarantaine de viols non élucidés perpétrés ici dans le secteur en France et en Belgique. Le procureur de Valenciennes ainsi que la police judiciaire de Lille doivent tenir une conférence cet après-midi à 15h. On espère à ce moment-là en savoir plus. Barbara Six en direct de Valenciennes. Merci beaucoup Barbara. Et puis toujours au chapitre judiciaire, le parquet de Pontoise va finalement ouvrir une enquête pour viol dans l'affaire visant un homme de 28 ans qui a entretenu une relation sexuelle avec une préadolescente de 11 ans. Initialement, c'est une enquête pour atteinte sexuelle qui avait été ouverte.
Je vous le disais dans les titres, les flocons tombent en abondance depuis quelques heures sur le sud du pays. Un épisode neigeux anticipé par les autorités locales. Dans l'Hérault, les saleuses sont donc entrées en action tôt ce matin. Mais l'importance du phénomène et le mauvais équipement des automobilistes ont entraîné des problèmes de circulation. Sur place, Élise Terne avec Christelle Chabot. 9h ce matin, dès les premiers flocons, les saleuses sont mobilisées sur les grands axes. Toute la journée, elles vont avaler des kilomètres de route dans l'Hérault pour fluidifier la circulation de plus en plus difficile. Ça glisse. Ça glisse. Oh. C'est agréable de rendre service aux usagers. En temps normal, on se fait souvent râler dessus, mais là, sans nous, la route ne serait pas praticable. On est un peu leur super-héros. La neige tient déjà au sol. Les gendarmes sont à pied d'œuvre pour aider les automobilistes, surpris par la situation. Vous pouvez m'aider à le pousser, on va le pousser là-bas pour qu'il prenne de l'élan. Parce que... pareil que vous, je suis garé là, c'est ça, ouais. En général, personne n'est vraiment équipé ici, donc voilà ce qui arrive quand il neige, les conséquences un peu pénibles. En 1 heure de temps, le camion, il y avait 10 cm dessus, et là j'ai tout arrêté, je rentre chez moi parce que c'est plus possible de rouler. On devait aller à Montpellier, on s'est arrêté en route parce que c'était pas possible, tout le monde roulait trop lentement, et puis c'était glissant, dangereux, donc voilà, on rentre à la maison là-bas. Dans cette ville à 30 minutes de Montpellier, les saleuses commencent à peine leur travail. Tant que c'est pas salé, ça va être compliqué de faire circuler en fait. Et justement, on essaie de libérer l'axe pour que les saleuses puissent passer. C'est le chien qui se mord la queue. Ici, la neige va continuer à tomber toute la journée. 10 cm supplémentaires sont attendus. Les saleuses vont continuer leur balai incessant sur les routes. Voilà un phénomène qui n'a certes rien d'anormal à cette période de l'année. Néanmoins, cet épisode a surpris par son ampleur ce matin dans des départements pas forcément habitués à voir les flocons tomber. Fanny Steller. Une glissade que ce conducteur n'est pas prêt d'oublier. L'accrochage ne passe pas loin. Plus loin, en revanche, ces deux automobilistes ont eu moins de chance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. C'est passé. Difficile de rester calme. C'est la nature. C'est la nature. Oui, mais il ne pourrait rien faire contre la neige, monsieur. D'autres préfèrent sourire de la situation. C'est tranquille, hein, il faut la prendre avec de la bonne humeur. Et puis comme on dit, après, les gens du sud n'ont pas l'habitude de la neige. Je vais m'arrêter parce que là, je peux plus conduire. On a vu, tu chasses. Ouais, je chasse complètement, sur toutes les roues, donc je vais arrêter là. Des accrochages par dizaines dans l'Hérault ce matin. Des conditions de circulation tout aussi difficiles plus à l'ouest dans le Béarn. Ces voitures ont bien des difficultés dans la côte de Morlas, près de Pau. À Nîmes, des photos à ne pas rater, les célèbres arènes sont sous la neige. Tandis qu'en bord de mer, la neige a recouvert la plage du Cap d'Agde. Pas de quoi arrêter ce nageur, il faut juste ajouter une chapka au maillot de bain. Le pire, en fait, c'est la neige sur les pieds. Sinon, oui, il fait meilleur dans l'eau. Un peu plus loin, la plage de la Grande Motte a aussi des allures de banquise. Mais ces promeneurs ont préféré, quant à eux, la marche comme activité. Ce matin, la côte basque offrait également un paysage plutôt inhabituel. Hier, dans ce journal, nous vous avons montré la baie d'Ajaccio sous la neige. Eh bien, regardez à quoi ressemble la grande plage de Biarritz. 600 mètres de long, 600 mètres recouverts de neige pour cette plage très prisée des surfeurs. Francis Mazoyer avec Bernard Bonarme. Un superbe manteau blanc enveloppe la grande plage de Biarritz. Habitants et touristes se sont réveillés avec une bonne surprise ce matin. 5 à 10 cm de neige au Pays Basque. Il faut se dépêcher de prendre la bonne photo de ce paysage éphémère. C'est magnifique, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. Quand j'ai vu vers 5 h du matin qu'il y avait un tout petit peu de neige sur le balcon, je suis sorti. Et puis depuis, je me balade. La station balnéaire au bord de l'océan a des allures de station de ski. Avec la neige, Biarritz est plus que jamais reine de la glisse. Pas terrible cette piste verte. Génial, de la poudreuse, toute fraîche de cette nuit. Super. Envie d'en refaire quelques-unes. De nouvelles priorités s'imposent. On va essayer d'évacuer un peu cette neige. Pour les commerçants de la halle.
Des températures autour de moins 4 degrés, chacun s'est vêtu très chaudement. Les Biarros n'avaient pas connu une telle météo depuis très longtemps. Depuis 84, apparemment, il n'y a jamais eu autant de neige. Voilà, donc on en profite. On va aller se boire un petit café, un petit vin chaud. Embouteillage ou dérapage, neige et verglas apportent leur lot de perturbations. Pas de transport en commun ni de ramassage scolaire. Et pour certains, impossible d'aller travailler. Je suis partie pour aller me rendre à mon travail. Et puis, arrivée ici, je suis bloquée. Les pompiers m'ont sorti une première fois à 6h30. Et puis là, j'ose pas m'aventurer parce que c'est quand même verglacé. Et voilà, et que je ne sais pas conduire sur la neige. Les flocons n'effraient pas ce groupe de surfeurs. Mais dès demain, le redout est annoncé. Avec 17 degrés sur la grande plage, Biarritz retrouvera des températures printanières. Voilà, de la neige dans le sud, mais attention, cet épisode neigeux est en train d'évoluer. Regardez, 47 départements sont désormais en alerte météorologique. 45 d'entre eux sont concernés par une vigilance orange à la neige et au verglas. Prudence donc, et pour suivre l'évolution de cette vague de froid et de l'alerte orange de Météo France, n'hésitez pas à consulter notre site ou encore notre application France Info. Une vague de froid et de neige qui surprend également nos voisins européens. En Irlande, on assiste à une véritable razzia dans les magasins d'alimentation. Chacun cherche à se constituer un stock de nourriture avant l'arrivée de la tempête Emma qui doit arriver demain en Irlande. L'alerte rouge a été déclenchée. On attend les plus importantes chutes de neige depuis 1982 dans ce pays. Retour en France avec un nouvel épisode dans l'affaire Seznec. Les fragments d'os retrouvés dans l'ancienne maison des Seznec en Bretagne sont ceux d'un animal, selon une source proche de l'enquête. La découverte de cette tête de fémur ainsi que d'une pipe le week-end dernier avait laissé espérer aux descendants de Guillaume Seznec la réouverture de ce dossier qui reste une des plus grandes énigmes policières du XXe siècle en France. À Jouer-les-Tours, c'est une usine emblématique de notre industrie qui s'apprête à fermer ses portes. La chaîne de fabrication d'ustensiles de cuisine Tupperware a cessé de fonctionner ce matin. Elle était en activité depuis 1973. Françoise Vallée. Un dernier rassemblement ce midi dans la cour de l'usine. À quelques heures de la fermeture, les 235 salariés de Tupperware ont organisé un barbecue, mais le cœur n'y est pas. J'ai 52 ans et pour moi c'est du gâchis. Et puis voilà. Écœurés, on s'est donné quand même notre santé. On a fait des énormes concessions pour eux quand il y avait du travail, qu'il fallait rester. On a fait des heures. Les gens, ils sont là pour le dernier jour. Ils vont se dire au revoir au bout de 30 ans d'entreprise. Et c'est vrai que ça va être un peu les boules au ventre, quoi. Certains travaillaient ici depuis plus de 20 ans pour produire ces célèbres boîtes alimentaires. 55 millions d'unités sortaient de cette usine chaque année. Mais je vous demanderai de vous approcher parce que quand on est loin, on ne se rend pas tellement compte. Ces boîtes faisaient fureur en France dans les années 60 et 70 grâce à ces réunions organisées à domicile. À partir d'aujourd'hui, elles ne seront plus fabriquées en France, mais dans des usines jugées par la direction plus compétitives au Portugal, en Grèce ou en Belgique. Les salariés de Jouer-les-Tours ont obtenu entre 15 000 et 100 000 euros d'indemnité supralégale suivant leur ancienneté. La plupart n'a pas retrouvé de travail. On en vient maintenant à cette pénurie de médicaments à laquelle doivent faire face de nombreux patients depuis parfois plusieurs mois. Plus de 500 produits ont été à un moment ou à un autre en rupture de stock dans les pharmacies ou dans les hôpitaux en 2017. Des médicaments parfois vitaux pour les utilisateurs. Florence Bouquilla avec Victor Frédéric et Alain Location. Des médicaments introuvables. C'est un mal qui affecte de plus en plus de pharmacies, souvent confrontées à des ruptures de stock. L'amoxicilline, là en injectable, je ne l'ai pas. L'Amictal, qui est un anti-épileptique, je ne l'ai pas. Ici, dans ma pharmacie, il y a 140 produits qui sont en rupture totale. La situation inquiète pharmaciens et patients, d'autant que les risques de pénurie augmentent également en ce qui concerne les traitements vitaux, c'est-à-dire ceux pour lesquels une interruption est dangereuse. En 2013, les laboratoires ont signalé 400 risques de rupture. En 2017, 30% de plus, soit 530 signalements. En première ligne, les anti-infectieux et les médicaments du système nerveux. Alors comment expliquer une telle pénurie ? Les grossistes sont montrés du doigt.
accusés par les laboratoires de revendre plus cher une partie des stocks à l'Allemagne ou l'Italie. Les grossistes, eux, affirment pourtant garder 15 jours de stock disponibles, mais les labos décident souvent de limiter la quantité fournie. Quand le laboratoire contingente, il dit voilà, ce grossiste, je lui envoie 500 boîtes pour un mois et pas une boîte de plus. Et s'il en a besoin de plus, je lui donnerai que le mois suivant. Pharmaciens et patients seraient donc pris en otage entre les grossistes et les labos. Pour tenter de trouver des solutions, un groupe d'experts travaille avec l'Agence nationale de sécurité du médicament. Parmi les pistes de réflexion, prévoir des stocks de sécurité et diversifier les sites de fabrication. Et nous, on va continuer à parler encore un petit peu de votre santé. Ce mercredi est la journée internationale des maladies rares. Il en existe un petit peu plus de 7000 identifiées, des pathologies qui affectent 3 millions de personnes dans notre pays. Il faut savoir qu'une maladie est dite rare quand elle touche moins d'une personne sur 2000. Nous avons suivi le quotidien d'une adolescente qui souffre d'une maladie de peau, une maladie génétique. Comment apprendre à faire face au regard des autres quand on est atteint par une telle pathologie? C'est un reportage de Marie-Pierre Samitier et de Soigny Thiebaud. Une famille presque comme les autres. Parce qu'à 14 ans, Janicia Méreux a une maladie génétique, l'ichthyose. Sa peau est couverte de cloques et de croûtes et des odeurs s'en dégagent. Tout cela provoque souvent des réactions quand elle arrive quelque part. Par exemple, quelqu'un qui va voir, il va parler avec celui qui est à côté et après il va lui montrer, un truc comme ça. D'autres sont compréhensifs, mais désarmés. Je crois qu'on n'est pas préparé, on n'est pas éduqué pour. Et on devrait peut-être nous apprendre justement à savoir réagir face à certaines choses. Parce que ces gens peuvent souffrir aussi du fait qu'ils se sentent isolés et qu'on les rejette peut-être aussi. Ce sentiment de rejet à l'hôpital est souvent abordé dès le début de la consultation. Pour Janicia, cet obstacle doit être surmonté car elle veut vivre une vie comme les autres. Comment vas-tu? Je déteste le fait qu'on me protège de trop. Enfin, je veux dire qu'on pense que je suis un truc qui va se casser alors que pas du tout. Elle est devenue très forte en grandissant avec la maladie qui fait souffrir aussi les parents. Les gens n'arrivent pas à comprendre, ils pensaient qu'elle était contagieuse. Alors en fin de compte, si elle était contagieuse, elle ne pourrait pas sortir dehors. C'est ça. Au collège, elle refuse toute assistance, même s'il est difficile de tenir un stylo. Dans cette maladie, rien de contagieux. Tout est dû à une anomalie d'une protéine dans la peau. Ça fait pas mal? Non? Est-ce que ça te gratte? Oui. Il y a un épaississement des couches superficielles de la peau qui est très très épaissi comme vous le voyez là. Et on a également une sorte de fragilité de la peau qui donc à la fois s'épaissit mais facilement peut donner des cloques, des bulles, ce dont parle Janicia en parlant des cloques aux pieds. La dermatologie est la spécialité qui compte le plus de maladies rares. On en dénombre 500 avec des formes très différentes. Il n'y a pas de traitement curatif. Les soins consistent à soulager avec l'ergothérapie, car c'est une maladie qui fait souffrir. Soigner au mieux avec des gestes précis pour assouplir et rendre au corps sa motricité, en attendant que la science, un jour, permette à Janicia de vivre normalement. En France, toujours et en bref, Marine Le Pen était ce matin au Salon de l'Agriculture. La présidente du Front National a profité de ce déplacement pour critiquer Jean-Luc Mélenchon et attaquer la politique d'Emmanuel Macron. Plus que jamais, elle cherche à se positionner en opposante principale au président de la République. Elle a notamment dénoncé la disparition programmée du secteur agricole et affirmé qu'elle était chez elle dans le monde rural. Alors le Salon de l'Agriculture offre aussi l'occasion aux plus jeunes de découvrir l'ambiance d'une ferme et du monde agricole. Pourquoi pas faire naître quelques vocations? En 2016, 14 146 agriculteurs se sont installés. Certains d'entre eux ont bénéficié de l'aide d'une association spécialisée dans la location de parcelles. Un soutien important pour ces jeunes professionnels qui n'ont plus à acheter leurs terres. Laurence Decherf avec Fabien Fougère et Michael Spitzberg. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Une petite femelle? Non, un petit mec. Bon, c'est pas grave. Dans la chèvrerie ce matin, les naissances s'enchaînent pour ces deux jeunes éleveuses. Bah oui, c'est pas rigolo. Après des expériences dans le monde agricole, Fanny Goudet et Hélène Richard C'est bien Malou, c'est fait, super mignon. assistent aux premières mises bas de leurs chèvres dans leur nouvelle ferme. On attendait ce moment-là aussi
avec impatience. C'est nos chefs qui font leurs petits et on commence à avoir du lait. Enfin, il y a du stress, mais voilà, c'est la concrétisation de tout ce qu'on a fait jusque-là et le début de l'aventure. L'aventure, c'est leur installation dans le monde des agriculteurs. Dans une semaine, elles commenceront à fabriquer leur premier fromage de chèvre bio. Ça fait 4-5 jours que les mises bas ont commencé. C'est vraiment la période intense où tout ça est en train de se mettre en place. Et en plus, comme c'est notre première année, il faut aussi voir toutes les erreurs qu'on a faites, rectifier les choses. Voilà. Donc là, c'est assez intense ces jours. Une installation possible grâce à une association qui leur achète les terres de l'exploitation. Vous avez semé combien alors en surface? 8 hectares et demi, je crois. L'association leur loue ensuite ces parcelles. Objectif, favoriser l'installation en agriculture bio. Terre de Liens ne revendra jamais les terres, on en restera propriétaire. Et ce sont des générations d'agriculteurs qui vont se succéder. Cette ferme-là, les terres sont sorties un peu de la spéculation ou du marché du foncier. Elles sont réservées à des agriculteurs. Pour acheter ces terres, il a fallu récolter près de 120 000 €. Une épargne citoyenne sous forme de dons ou d'actions, 100 € la part. Un concept auquel ont adhéré ces deux habitantes de la région. Il y a un nombre de fermes qui disparaissent et voir des jeunes qui arrivent, mais c'est redynamiser le secteur en fait, et le territoire. Et ça, c'est très bien. On ne peut que les encourager. Une solidarité sans laquelle leur projet n'aurait jamais vu le jour. La banque ne leur prêtait que 200 000 €. Une somme qui leur a permis d'acheter le corps de ferme et de faire des travaux pour créer une fromagerie. Il aurait fallu rajouter quasiment 120 000 € pour acheter les terres en plus. Et là, les banques ne nous suivaient pas. C'était déjà compliqué de trouver une banque qui croit en notre projet. Un prêt insuffisant pour s'installer, c'est aussi ce qu'a connu ce jeune vigneron. Alors le financement participatif l'a aidé à sauter le pas. 1400 personnes ont acheté des parts dans ce vignoble pour lui permettre de cultiver son raisin. Moi, je ne suis pas propriétaire du vignoble que j'exploite, mais je le loue, on va dire, sous forme de fermage agricole à tous ces gens qui suivent l'aventure de près, qui sont devenus pour certains des amis. Donc c'est une aventure vraiment, c'est un partage tout à fait dans l'esprit du vin, tout à fait dans ce que je cherchais en m'installant. Les propriétaires du vignoble, comme Éric Motta, sont souvent des amateurs de vin. Plus attirés par les échanges avec le vigneron que par le placement. Il rapporte 4,5% par an, réglé en nature. Et on est sur le fruit rouge. C'est un placement quelque part, mais ce n'est pas un placement où on touche de l'argent, puisqu'on reçoit des bouteilles. Mais ça permet d'installer un vigneron, qu'il s'exprime. Ce sont des gens qui ont du talent, qui savent faire du vin, qui ont simplement besoin d'avoir un terroir. Dans le Languedoc, 5 vignerons sont en cours d'installation grâce au financement participatif. Pour Ludovic Aventin, un moyen d'aider les jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole. 2 tiers des vignerons dans le Languedoc ont plus de 55 ans. Donc il va falloir transmettre les propriétés. Et pour transmettre, si on ne veut pas avoir des gros qui sont propriétaires de quasiment toutes les vignes, eh bien, il faut trouver des solutions alternatives. Des dons, des prêts, des actions qui se développent et ont permis d'installer des agriculteurs dans plus de 200 exploitations. Voilà des professionnels de l'agriculture qui s'inquiètent actuellement des conséquences éventuelles de ce froid sibérien sur leur production, abricots, artichauts, pêche. On vous l'a dit au début de ce journal, il neige dans le sud de la France et Listerne et Christelle Chabot sont allés dans le Gard et dans l'Hérault à la rencontre d'un arboriculteur et d'un maraîcher, voir comment ils protègent leur récolte. Regardez. C'est un décor que l'on pourrait imaginer en Sibérie. Sur cette parcelle, les abricotiers ont été congelés, chaque fleur délicatement emprisonnée dans un glaçon, une technique appelée aspersion, une vaporisation d'eau en continu. Cet arboriculteur espère qu'elle suffira à sauver ses récoltes. Même si les températures de l'air ambiant sont à -5, -6, ça permet de tenir la fleur à 0 degré et d'empêcher que le fruit à l'intérieur brûle. Et sans ça, vous perdez tout ? Sans ça, on perd la totalité de la récolte. Depuis quelques jours, il garde l'œil rivé sur le thermomètre. 3 degrés en journée jusqu'à -6 la nuit. Sur cette autre parcelle, cette tour permet habituellement de souffler de l'air chaud sur les arbres, mais cette fois, impossible de la faire marcher à cause du vent.
rien n'a pu être protégé. Voilà, on voit que tout ça c'est sec. Il reste cette fleur qui est viable pour l'instant. La météo annonce -4 à -6. On est loin d'être sûr de pouvoir sauver le reste de la récolte parce que nos engins ne sont pas assez puissants, quoi. Sur cette parcelle, Mathieu Manetti a déjà perdu 80% de la future récolte. La vague de froid Moscou-Paris pourrait lui coûter jusqu'à 200 000 €. Dans l'Hérault, ce maraîcher se méfie lui aussi des nuits à venir. Pas de problème sous les serres, mais d'autres cultures sont plus fragiles. Alors là, je mets un voile pour protéger les artichauts du froid. Donc c'est un voile thermique qui permet de gagner quelques degrés pour faire passer le gros froid de la nuit prochaine. Cela fait 6 ans qu'il n'avait pas vécu un froid pareil. À l'époque, toute sa récolte d'artichauts avait été perdue. Dans votre trésor, on va parler soupe maintenant. Faite maison ou industrielle, surgelée ou en brique, nous en consommons en moyenne 13 litres par an. Alors pourquoi nous font-elles tant de bien lorsque l'hiver et le froid sont là ? Julien Duponchel va nous parler également des légumes qui sont prêts à consommer. Mais d'abord, notre reportage dans la région de Lyon, dans un restaurant et dans des supermarchés où les ventes de soupe s'envolent. Olivier Martin avec Jean-Claude Martin. Le nombre de bols servis. Car dans ce restaurant, la soupe est devenue l'élément incontournable de la carte. Toutes les soupes, on est sur de la patate douce, carottes, là aujourd'hui on a du poireau, on peut aussi faire de la soupe verte, tout passe. Une recette différente chaque jour, avec des légumes de saison. Elle accompagne chaque plat en cette période de grand froid. Ça réchauffe, c'est sympa. Je suis très légumes, donc soupe, purée, peu importe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il fait froid et donc la soupe c'est parfait. Dans ce supermarché, le rayon est approvisionné plusieurs fois par jour. La baisse des températures a fait décoller les ventes de soupe, plus 20% depuis la semaine dernière. Soupe fraîche en bouteille ou en brique, elle se décline et les clients n'ont que l'embarras du choix. Potiron à la crème fraîche. Donc une petite poule au pot aux petits légumes, c'est sympa. On rajoute des petites carottes en plus avec. C'est top. Oh, ça m'a l'air cuit. C'est bon ? Impeccable. Nous voici à présent chez un fabricant de soupe. En hiver, les cadences s'accélèrent. 12 recettes différentes sont cuisinées à partir de légumes frais. Là, on est sur du potimarron. Potimarron jusqu'au mois de mars, c'est vrai qu'on le retrouve sur les marchés. Et donc, nous, ça nous permet d'en acheter des grosses quantités pour faire des réserves pour tout l'hiver. L'entreprise est positionnée sur le marché des soupes fraîches, dites haut de gamme. Elles coûtent 2 fois plus cher qu'une soupe traditionnelle. Et en cette période de grand froid, le fabricant réalise son meilleur chiffre d'affaires. Actuellement, on est à plus 50%. Donc, ça représente environ 3 tonnes de soupe par jour. 3 tonnes de soupe par jour ? Oui. C'est 2 fois plus qu'habituellement, c'est ça ? C'est 2 fois plus que d'habitude, oui. En hiver, la soupe décline toute une palette de saveurs et s'offre un véritable bol d'air avec la baisse des températures. Ce succès ne se dément pas. En moyenne, les Français en consomment 13 litres chaque année. Voilà, on l'a vu, le marché de la soupe est en constante augmentation. Les Français se tournent de plus en plus vers le prêt à consommer. D'autres produits existent, Julien Duponchel, comme les fruits et légumes prédécoupés. Est-ce que ça se consomme beaucoup ? Oui, Nathanaël, ça cartonne. On le sait, la pause déjeuner des Français est de plus en plus courte et ça, les industriels l'ont bien compris. Carottes pré-épluchées, choux et radis lavés, et même oranges et kiwis épluchés et découpés, quasiment tous les fruits et légumes sont disponibles en sachet, prêts à consommer. 31% des Français achètent plus d'une fois par mois des salades en sachet. 15% achètent régulièrement des légumes prêts à consommer. Ok, c'est pratique. Est-ce que c'est plus cher ? Sans grande surprise, la réponse est oui. Prenons des carottes. Ces carottes, par exemple, dites brutes, nous ont coûté ce matin 1,38 € le kilo. Ces autres carottes en sachet, lavées, pré-épluchées, que nous pourrions manger tout de suite, 10,24 € le kilo, soit 7 fois plus cher. Et même sur les produits qui ne nécessitent pas beaucoup de transformation, les radis, par exemple, en botte, 5 € le kilo, en sachet, 8,40 €. Un gros écart de prix, donc. Julien, existe-t-il une différence de qualité entre vos carottes brutes et vos carottes en sachet ?
Légèrement, en effet, toutes les vitamines présentes sous la peau des fruits et légumes disparaissent en partie et les produits prêts à consommer nécessitent plus de temps de transformation. Ils arrivent donc avec un peu moins de valeur nutritive dans votre assiette. Et merci pour vos explications, Julien. L'exploit des joueurs de football amateurs des Herbiers. Hier soir, ils ont battu les professionnels du Racing Club de Lens et se sont donc qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France. Tiens, regardez leur joie hier soir, juste après la victoire. En tout cas, l'aventure continue pour le petit poussé de cette compétition. Catherine Rougerie. 24 heures après, ils ne s'en remettent toujours pas. On n'arrive pas encore à réaliser, mais c'est excellent. C'était extraordinaire. C'est une ambiance du tonnerre, c'était super. Le suspense a duré jusqu'au bout. Hier soir, le petit club des Herbiers qui évolue en 3e division a sorti Lens en quart de finale de la Coupe de France. Devant des supporters ivres de joie. On pousse jusqu'à la dernière minute, ça c'est extraordinaire. Allez, Herbiers! C'est super pour la région, c'est super pour la Vendée, c'est super. Merci les Herbiers! Poussés par des milliers de spectateurs, les Vendéens ont tenu tête aux Lensois durant 120 minutes. Tout s'est joué au tir au but. Après 2 arrêts spectaculaires du gardien, le capitaine du club transforme son penalty et propulse son équipe vers les sommets. En demi-finale de la Coupe de France, c'est magnifique. Tout le monde était là pour nous et franchement, on mérite parce qu'on a fait un gros match. Vendredi, les Rouges et Noirs lutteront pour leur maintien en national avant de disputer la première demi-finale de leur histoire. Le 3e épisode de notre feuilleton consacré à Claude François. 40 ans après sa disparition, le chanteur génère toujours un incroyable engouement. Certains de ses fans affichent une ressemblance très frappante avec l'artiste. Il existe plusieurs dizaines de sosies. L'un des plus connus, Bastien Rémy, organise même un spectacle. Il se produit en France, mais aussi à l'étranger. Vivien Roussel, Pascal Auger, avec Karim Annette. Précédemment, à Dannemois, les écoliers lui rendent hommage. Le maire fait visiter le cimetière où repose Claude François. Katie Sina, ancienne Claudette, continue sa vie de fête. À l'heure où les travailleurs rentrent fatigués, lui commence sa journée. Bastien Rémy se produit la nuit. Sa décision est prise depuis tout petit. Il sera sosie. Pour moi, ces artistes que j'admirais gamin me faisaient rêver. Donc voilà, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Une vie originale qui l'amène à exporter Claude François, parfois au bout du monde. Nous sommes, au mois d'avril dernier, partis en Chine, où nous avons évidemment parcouru de nombreuses heures en avion, et pour ne faire que 20 minutes de représentation. Ce soir, il se produit sur scène, à Genève, dans un cabaret. Bonsoir. Bastien, chantez. Hello. Bastien Rémy est né l'année de la mort de Claude François. Ils ont en commun le sens du détail. Tiens, je te pose dessus comme ça. Alors, attends, un test. Je l'expliquerai après la conduite et tout, mais normalement, il n'y a pas de complications. Non. Il chante depuis 20 ans, entouré de ses Claudettes. Pourtant, il sait très bien qui les spectateurs viennent voir. Savent-ils, connaissent-ils mon nom? Permettez-moi d'en douter. Mais ils viennent voir Claude François, du moins l'image qu'ils avaient ou qu'ils ont de lui. À moi de les amener également dans ma partie d'interprétation et dans ma manière de voir et d'apprécier le personnage et d'interpréter le personnage. S'il y a aujourd'hui une nostalgie Claude François, c'est qu'à l'époque, le phénomène était hors norme.
Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme elle. Il possédait son propre magazine. Sur la porte d'entrée du journal, ses initiales. Qui parle d'amour. Bonjour. T'es par là, si, allô? Moins 300. Donc on avait une 500 avant 4 heures. Hein. Et chaque jour, il recevait des centaines de lettres de ses fans. Son visage apparaissait à la une de dizaines de numéros. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai trié le courrier. Oui, t'en as mis partout. Ben oui. 40 ans après, Jean-Claude Cacciadorian rédige lui aussi un magazine pour son fan club. Il cherche sans cesse des vieilles photos ou des articles oubliés. Beaucoup d'archives en fait de magazines, c'est télépoche. Ça c'est un télépoche. Donc Claude s'était fait refaire le nez parce qu'il a eu un accident. Donc et le télépoche nous apprend que Claude a un nouveau visage. Son journal paraît 4 fois par an pour ses 600 abonnés. Des passionnés toujours en recherche d'informations et d'émotions. Ça peut paraître difficile à comprendre aussi. Hein. Je me mets à la place des gens qui sont pas dans ce monde-là et qui comprennent pas pourquoi 40 ans après on peut avoir autant de passion pour un artiste. Jean-Claude n'a vu Claude qu'une seule fois. Il avait une dizaine d'années. Le chanteur est venu dans son village, déjeuner au restaurant. Un souvenir lointain qui n'a pas disparu de sa mémoire. En juillet 72, notre soeur est passé à Digne pour son déjeuner de midi. Il est venu manger ici. C'était un petit restaurant qui s'appelait Chez Marie à l'époque. On mangeait très bien, cuisine provençale. Il est sorti par là, donc nous on était vraiment super bien passés. Hein. Moi je m'étais placé juste en face des escaliers. Et la porte s'est ouverte. Et là, quand la porte s'est ouverte, on n'a plus parlé. On n'a plus dit un mot. Quand j'échange avec ma soeur nos souvenirs, ma soeur me dit je me suis mis à pleurer. Quand Claude est arrivé, elle s'est mis à pleurer, elle s'est mis à chialer. C'était l'émotion qui l'a surmontée. Une seule rencontre a suffi pour charmer Jean-Claude, sa sœur, et à des centaines de kilomètres de là, tout un village. Bien sûr, la suite de ce feuilleton demain. Tout de suite, la météo d'Anaïs Baïdemir à 20h, Anne-Sophie Lapix. On se quitte sur ces images qui nous viennent d'Inde. Comme chaque année, Holi est fêtée partout dans le pays. Cette fête religieuse marque la fin de l'hiver et le début du printemps. Ce jour-là, tout le monde se jette des poudres et de l'eau colorée dessus. On se retrouve demain à 13h. Belle journée sur France 2.